La villa des Yvelines se dressait comme un mausolée de verre et de marbre, une forteresse de luxe où le silence pesait plus lourd que n'importe quelle richesse. Chaque surface polie, chaque espace immense et minimaliste renvoyait l'écho d'un vide immense, celui laissé par une absence trop brutale. C'était dans ce palais froid que vivait Julien, un homme qui avait bâti un empire technologique, mais qui avait perdu le contrôle de sa propre maison. Assis dans son bureau aux parois transparentes, il n'était plus un titan des affaires, mais un simple spectateur de sa propre vie brisée. Son costume sur mesure ne parvenait pas à dissimuler la fatigue qui creusait ses traits, ni la tristesse infinie qui habitait son regard. Il observait le jardin, non pas avec intérêt, mais par habitude, comme un prisonnier contemple le seul bout de ciel visible depuis sa cellule. Pourtant, ce jour-là, quelque chose brisa la monotonie de sa peine. Son regard fut attiré par un mouvement dans le jardin. Ce N n'était pas un jardinier, mais Camille, la nouvelle gouvernante. Elle tenait Gabriel, son fils de 7 ans, dans ses bras. Une musique douce flottait dans l'air, et elle dansait lentement avec l'enfant, un sourire tendre sur les lèvres. Julien se figea, car sur le visage de son fils, pour la première fois depuis plus d'1 an, un sourire était épanoui. Un vrai sourire, large et lumineux, qui atteignait ses grands yeux expressifs. Un son fragile, presque oublié, accompagna ce sourire. Un petit rire. Pour Julien, ce fut comme un électrochoc. Une fissure apparut dans l'armure de chagrin qui l'emprisonnait, laissant une graine d'espoir s'y planter, fragile mais bien réelle. Quelques jours plus tard, alors que cette fragile lueur commençait à peine à réchauffer l'atmosphère glaciale de la villa, une voiture crissa sur le gravier de l'allée. Une silhouette descendit et le cœur de Julien manqua un battement. Était Victoire, la sœur jumelle de sa défunte épouse. La voir là, sur le pas de sa porte, était comme voir un fantôme. La même chevelure, le même visage, la même silhouette. Un rappel cruel et insupportable de tout ce qu'il avait perdu. La réaction de Gabriel fut encore plus violente. Le petit garçon, qui jouait calmement près de Camille, dans le grand salon, se figea. Ses yeux écarquillèrent de panique. Une peur pure et inexplicable s'empara de lui, et il courut se cacher derrière les jambes de sa gouvernante, s'agrippant à elle comme à une bouée de sauvetage. L'arrivée de Victoire fit voler en éclats la paix naissante. Le rire de Gabriel, entendu quelques jours plus tôt, semblait déjà n'être qu'un lointain souvenir, un mirage. Le silence retomba sur la maison, mais il était différent. Ce N était plus le silence du deuil, mais un silence lourd de tension, chargé d'une angoisse palpable. Julien se tenait là, pétrifié, déchiré entre le spectre de son passé et le fragile espoir d'un avenir qu'il venait d'entrevoir. La présence de sa belle-sœur était une confrontation qu'il n'était pas prêt à mener, une menace pour la guérison de son fils. C'est incroyable de voir à quelle vitesse une étincelle d'espoir peut être menacée par les ombres du passé. Si vous croyez en la force de ces histoires, songez à vous abonner pour nous aider à continuer de partager ces combats silencieux. Victoire s'installa dans la villa comme une ombre, un miroir déformant qui renvoyait à Julien l'image de tout ce qu'il avait perdu. Sa présence était une agression silencieuse. Elle imitait les manières de sa sœur, portait des parfums similaires et laissait traîner des objets dans la maison exactement comme elle le faisait. Pour Julien, était une torture psychologique insidieuse, un rappel constant du vide que sa femme avait laissé. Il se retrouvait à la dévisager, cherchant désespérément un détail, une inflexion de voix qui la différencierait de son amour perdu, mais la ressemblance était si parfaite qu'elle en devenait monstrueuse. Chaque jour, le fantôme de sa femme marchait dans les couloirs, et le poids de son deuil, qu'il avait cru commencer à soulever, retombait sur ses épaules avec une force décuplée, l'enfermant à nouveau dans sa prison de chagrin. Pour Gabriel, l'effet était encore plus dévastateur. Le petit garçon, qui avait recommencé à explorer timidement le monde au-delà de son silence, se replia complètement sur lui-même. Il ne quittait plus Camille d'une semelle, sa petite main agrippée en permanence à son uniforme.
Dès que Victoire entrait dans une pièce, son corps se raidissait, ses grands yeux se fixaient sur elle avec une terreur muette qui glaçait le sang de Julien. Il refusait de manger si elle était à table, refusait de jouer si elle était dans le jardin. La villa redevint un mausolée, mais cette fois, le silence-haine était plus celui de la tristesse, mais celui de la peur. Une peur viscérale et inexplicable que Julien, aveuglé par sa propre douleur et par la ressemblance troublante, ne parvenait pas à comprendre, se sentant encore plus impuissant qu'auparavant. C'est dans ce climat de tension que Julien commença à observer Camille différemment. Elle n'était plus simplement une employée efficace, mais un phare dans la tempête. Il la voyait gérer la terreur de Gabriel avec une patience et une douceur infinies. Elle ne le forçait jamais à parler, communiquant avec lui par le regard, par des gestes lents et rassurants. Elle lui construisait des cabanes avec des draps dans le salon, des refuges où la présence de Victoire ne pouvait les atteindre. Elle lui lisait des histoires à voix basse, sa voix devenant un murmure apaisant qui semblait créer une bulle de sécurité autour de l'enfant. Julien la regardait faire, fasciné par cette compétence intuitive, cette capacité à comprendre et à guérir là où lui, le père, avait totalement échoué. Un après-midi, alors que Camille et Gabriel étaient blottis dans une de leurs forteresses de coussins, Victoire entra dans le salon, un sourire faussement bienveillant aux lèvres. Elle tendit un jouet coûteux à Gabriel, un robot sophistiqué, en disant d'une voix mielleuse « Tante Victoire a un cadeau pour toi, mon chéri. Laisse tomber ces vieux livres et viens jouer avec quelque chose de plus amusant. » La réaction de Gabriel fut immédiate. Il poussa un petit cri étranglé et se cacha le visage contre les épaules de Camille, tremblant de tous ses membres. Camille se contenta de resserrer son étreinte protectrice, lançant à Victoire un regard calme, mais inflexible, qui en disait long. Il est des batailles qui se livrent en silence, et c'est pour raconter ces combats de l'ombre que votre soutien est si précieux. Si ce récit vous touche, pensez à vous abonner. Ce soir-là, Julien prit une décision qui brisa des mois de routine et de distance. Au lieu de dîner seul dans son bureau, il descendit à la cuisine, où Camille préparait son propre repas. D'une voix un peu hésitante, il lui demanda de se joindre à lui et à Gabriel pour le dîner dans la grande salle à manger. La surprise se lut sur le visage de la jeune femme, mais elle accepta avec une dignité simple. Le repas fut silencieux, presque gênant au début. Le bruit des couverts sur la porcelaine était le seul son qui troublait la quiétude de la pièce immense. Pourtant, ce silence était différent. Ce haine n'était pas un silence de deuil ou de peur, mais un silence d'observation, le début fragile d'une nouvelle dynamique entre trois personnes réunies par la même blessure. Après le repas, une fois Gabriel couché, Julien se retrouva seul avec Camille dans le salon. Le barrage qu'il avait érigé autour de son cœur se fissura. Il lui parla pour la première fois de l'accident, de sa culpabilité de ne pas avoir été là, de son incapacité à atteindre son propre fils. Les mots sortaient difficilement, chargés du poids d'une année de souffrance refoulée. Il avoua se sentir comme un étranger dans sa propre maison, un spectateur de la douleur de son enfant. Il ne cherchait pas de pitié, mais simplement à nommer ce qui le rongeait. Camille, elle, écouta sans l'interrompre. Son regard empli d'une empathie pure qui ne jugeait pas, mais qui comprenait et partageait le fardeau. Camille ne lui offrit pas de solution miracle ni de phrase toute faite. Sa réponse fut d'une simplicité désarmante. « Monsieur, Gabriel ne vous a pas rejeté, dit-elle d'une voix douce. Il a juste peur, peur de tout. Il vous aime, mais il ne sait plus comment le montrer. N'essayez pas de remplacer sa mère, essayez juste d'être son père. Asseyez-vous par terre avec lui, même sans rien dire. Montrez-lui les dessins que vous faisiez quand vous étiez petit. Partagez avec lui les choses simples que vous aimiez. Il a juste besoin de sentir que vous êtes là, avec lui, dans son silence. » Ces mots étaient comme une clé, ouvrant une porte que Julien croyait fermée à jamais. Cette conversation fut le véritable tournant pour Julien. Il comprit que sa fortune, son pouvoir, ne pouvait rien acheter face au traumatisme de son fils. La seule monnaie qui avait de la valeur était la patience et la présence.
C'est dans ces moments-là qu'on réalise qu'une seule parole bienveillante peut changer un destin. Nous continuerons à partager ces instants de bascule grâce à ceux qui nous rejoignent, alors n'hésitez pas à vous inscrire pour ne rien manquer. Le lendemain, au lieu de partir pour son bureau, Julien resta. Il trouva Gabriel et Camille dans la salle de jeu et sans un mot, il s'assit par terre à quelques mètres d'eux, sortit un carnet et commença à dessiner maladroitement une voiture, comme celle qu'il dessinait enfant. Au début, Gabriel l'ignora, trop absorbé par sa construction de blocs. Mais peu à peu, la curiosité l'emporta. Il jeta des regards furtifs vers son père. Julien continua de dessiner, sans rien demander, sans chercher à attirer son attention. Il dessina une maison, un arbre, puis un petit garçon tenant la main d'un homme. Au bout d'une heure qui parut une éternité, Gabriel se leva, s'approcha lentement et pointa son petit doigt vers le dessin. Julien leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Pour la première fois depuis l'accident, il n'y avait pas de peur dans les yeux de son fils, seulement une question muette. Julien lui tendit un crayon. Gabriel le prit et, à côté du petit garçon dessiné, il traça un cercle tremblant, un ballon. Ce petit geste fut une victoire immense, une brèche dans la forteresse de silence. Encouragé, Julien recommença chaque jour. Ils passaient des heures ensemble, communiquant à travers des dessins, des Legos, des puzzles. Camille restait à proximité, une présence discrète et rassurante, les guidant sans jamais s'imposer. Lentement, très lentement, Gabriel commença à s'ouvrir. Il osait parfois prendre la main de son père ou poser sa tête sur ses genoux pendant qu'il lisait. La villa commençait à perdre un peu de sa froideur, les rires silencieux de ces moments partagés réchauffant timidement les murs de marbre. Un lien fragile, mais authentique, était en train de se tisser entre le père et le fils. Victoire observait ce rapprochement avec une hostilité grandissante. La guérison de Gabriel et le changement de Julien menaçaient ses plans. Elle voyait Camille non plus comme une simple gouvernante, mais comme une rivale qui lui volait la place qu'elle convoitait. Ses piques devinrent plus acérées, ses critiques plus directes. Devant Julien, elle jouait la tante inquiète, suggérant que Camille était peut-être trop proche, qu'elle créait une dépendance malsaine chez l'enfant. Elle insinuait que cette simple employée n'avait pas les compétences pour gérer un traumatisme aussi profond, et qu'il serait plus sage de l'envoyer dans une institution spécialisée. Chaque mot était une goutte de poison distillée avec soin. Julien, cependant, NN était plus le même homme. Le lien qu'il reconstruisait avec son fils lui avait ouvert les yeux. Il voyait désormais clairement la différence entre la sollicitude feinte de Victoire et l'affection sincère de Camille. Il remarquait comment la voix de sa belle-sœur devenait dure dès qu'il avait le dos tourné, comment son sourire disparaissait pour laisser place à un masque de froideur. Il commença à se souvenir de détails passés, de la jalousie que Victoire avait toujours nourrie à l'égard de sa sœur, une rivalité qui remontait à l'enfance. Un doute terrible commença à germer dans son esprit, une suspicion si monstrueuse qu'il osait à peine la formuler. La terreur de Gabriel face à sa tante n'était peut-être pas si inexplicable après tout. Le retour de Julien ce soir-là fut différent. Une tension anormale flottait dans l'air, un silence plus lourd que d'habitude. Alors qu'il posait sa mallette dans l'entrée, un bruit sec et cristallin déchira la quiétude de la villa, celui d'un objet précieux se brisant sur le marbre. Il fut immédiatement suivi, non pas d'un cri, mais d'un sanglot étouffé. Un son de pure détresse qui lui glaça le sang. Sans réfléchir, il courut vers le grand salon, le cœur battant à tout rompre. La scène qui l'accueillit le pétrifia. Des éclats de porcelaine jonchaient le sol. Victoire, le visage déformé par une haine pure, acculait Camille contre un mur, la saisissant brutalement par le bras. Et dans un coin, recroquevillé sur lui-même, tremblant de tous ses membres, se trouvait Gabriel, un petit animal terrifié pris au piège d'un cauchemar. La voix de Julien claqua, tranchante et froide comme l'acier. « Lâche-la, immédiatement !» Victoire sursauta, son expression passant de la fureur à une tentative maladroite de victimisation. « Julien, Dieu merci, tu es là !»
Cette fille est folle. Elle a délibérément brisé le vase préféré de ma sœur. Elle essaie de tout effacer. » Ces mots étaient conçus pour le manipuler, pour raviver sa douleur et le retourner contre la seule personne qui avait ramené la lumière dans leur vie. Camille ne disait rien, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, son regard fixé sur Gabriel. Mais avant que Victoire ne puisse achever son flot de mensonges, un son déchira l'air, un son que Julien n'avait pas entendu depuis plus d'1 an. Une voix, la voix de son fils, rauque, brisée, mais indubitablement réelle. « Non !» Ce simple mot fit taire tout le reste. Tous les regards convergèrent vers le petit garçon. Gabriel se releva lentement, ses petites mains serrées en poing, son regard de braise fixé sur sa tante. La peur avait cédé la place à une force insoupçonnée, la force de la vérité trop longtemps contenue. Puis les mots sortirent, dans un flot saccadé et accusateur, chaque syllabe étant une détonation dans le silence de la villa. « Non, méchante tata, comme pour maman. C'est toi qui as poussé la voiture de maman. » La révélation tomba dans la pièce avec le poids d'une enclume. Le silence de Gabriel n'était pas un symptôme de son traumatisme. Était un témoignage. Il avait tout vu. Et la terreur qu'il éprouvait pour sa tante n'était pas irrationnelle. Elle était la mémoire vivante d'un meurtre. En un instant, le monde de Julien bascula. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans son esprit avec une clarté brutale et aveuglante. La jalousie maladive de Victoire, son arrivée opportune, sa manière de s'approprier la vie de sa sœur, et surtout, la terreur muette et constante de son fils. Son deuil l'avait rendu aveugle à l'horrible vérité que son enfant tentait désespérément de lui communiquer. Une vague de culpabilité le submergea, mais elle fut aussitôt balayée par un instinct plus puissant, celui de protéger. Il ne regarda même plus Victoire. Il la dépassa comme si elle n'était qu'une ombre sans substance et se dirigea droit vers son fils et Camille. Il s'agenouilla et les enveloppa tous les deux dans une étreinte puissante, les serrant contre lui. Ce n'était pas un simple câlin, c'était la construction d'une forteresse humaine, un bouclier contre le mal. Victoire resta figée, son masque de fausse sympathie tombé pour de bon, révélant le visage hideux de la monstruosité. La confession de l'enfant, si pure et si terrible, l'avait condamnée sans appel. Dans l'étreinte de son père, Gabriel pleurait enfin, des larmes de soulagement qui lavaient une année de silence et de peur. Camille, elle aussi, laissait couler ses larmes, mais son regard posé sur Julien était empreint d'une infinie gratitude. Julien leva les yeux vers sa belle-sœur, par-dessus la tête de son fils, et son regard, était plus celui d'un homme brisé par le deuil, mais celui d'un père et d'un protecteur qui avait enfin compris. Le silence était revenu dans la villa, mais ce était plus un silence de douleur. Était le silence lourd et implacable de la justice qui allait s'abattre. La procédure qui suivit fut d'une sobriété glaçante, presque irréelle face à l'horreur de la vérité révélée. Les sirènes des voitures de police furent des murmures étouffés dans l'allée de la villa, comme pour ne pas troubler davantage le sanctuaire qui venait d'être reconquis. Victoire, démasquée et vidée de toute sa haine performative, se laissa emmener sans un mot, son silence étant l'aveu final de sa culpabilité. Pour Julien, Camille et Gabriel, le monde extérieur n'existait plus. Ils restèrent longtemps enlacés au milieu du salon, parmi les débris du vase brisé qui symbolisait désormais la fin d'un mensonge. Ce n'était pas une victoire bruyante, mais une libération silencieuse. Le poids écrasant du deuil non résolu et de la peur indicible venait enfin d'être soulevé, laissant place à un vide immense, mais un vide propre, prêt à être comblé par quelque chose de neuf et de sain. Les mois qui suivirent furent une lente reconstruction, brique par brique, sourire par sourire. Le procès de Victoire se déroula loin des murs de la villa, une note discordante dans une symphonie qui apprenait à rejouer des airs heureux. Sous le regard bienveillant de Camille et avec la présence retrouvée de son père, Gabriel épanouit. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en assurance, remplissant les pièces de questions, d'histoire
et, surtout, de rire. La villa elle-même sembla respirer à nouveau. Les grandes baies vitrées ne reflétaient plus la solitude, mais la lumière d'un soleil nouveau. Les dessins de Gabriel commencèrent à fleurir sur les murs du réfrigérateur, et l'odeur des gâteaux préparés par Camille remplaça le parfum fantomatique de la défunte épouse de Julien. L'amour entre Julien et Camille grandit naturellement, sans hâte, cimenté par le respect mutuel et le désir partagé de bâtir un foyer sur des fondations de vérité et de tendresse. 5 ans plus tard, le jardin de la villa des Yvelines était méconnaissable. Les pelouses impeccables avaient laissé place à des balançoires, un bac à sable et des buts de football. Gabriel, désormais un préadolescent de 12 ans plein de vie, courait après sa petite sœur de 4 ans, Claire, dont le rire cristallin était la plus belle musique de la maison. Julien, en jean et polo, n'était plus le titan distant enfermé dans son bureau de verre. Il était au milieu de la pelouse, jouant les arbitres avec un sourire sincère qui illuminait son visage. Il avait canalisé sa fortune et son expérience, non pas pour conquérir de nouveaux marchés, mais pour créer l'Institut Gabriel, une fondation dédiée à offrir un soutien psychologique et thérapeutique aux enfants victimes de traumatisme, transformant la plus sombre des tragédies en un héritage d'espoir et de guérison pour des centaines d'autres. Assis sur la terrasse, Camille les regardait, un livre posé sur ses genoux, le cœur débordant de paix. La boucle était bouclée. Le silence qui avait un jour crié la douleur était devenu un silence apaisant, celui d'un bonheur simple et profondément ancré. La famille qu'ils avaient formée n'était pas née du sang, mais du courage de écouter, de la force de protéger et de la volonté d'aimer par-delà les cicatrices. Leur histoire était la preuve vivante que même après la plus dévastatrice des tempêtes, la lumière pouvait non seulement revenir, mais briller plus fort qu'avant. C'est pour partager ces récits qui affirment que l'amour peut tout reconstruire que nous existons. Si ce voyage vous a ému, votre abonnement est le soutien qui nous permet de continuer à donner une voix à ceux qui n'en ont plus.